Les Camerounais sont les premiers ennemis du Cameroun. Moi j'ai juré de dire la vérité. Tant pis pour moi si je suis emprisonné. J'ai juré de toujours dire mes vérités. Tant pis pour moi si je suis empoisonné. On dit tous les jours lutte contre la pauvreté. Pourtant tous les secteurs dans notre pays. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique de cette semaine qui va être extrêmement riche. Pourquoi extrêmement riche? Car nous allons recevoir quelqu'un qui sort totalement de l'ordinaire. Il a vécu les pires moments de l'histoire du Cameroun. Donc, lorsque je parle des pires de l'histoire, vous comprenez qu'il y a de cela au minimum 60 ans, si ce n'est plus. Il a été aux côtés des pères fondateurs, oui, ceux qu'on appelle les pères fondateurs. Il a été aux côtés, s'il n'est pas lui-même, l'un de ceux qui s'est battu pour la pseudo-indépendance du Cameroun. Il y a de cela un demi-siècle qu'il n'a pas remis les pieds sur sa terre natale. Il nous dira tout cela dans ce bœuf politique. Mais avant, nous allons commencer par l'actualité brûlante. L'actualité brûlante au Cameroun, c'est quoi? C'est tout ce qui se déroule depuis plusieurs mois. Des élections contestées, des marches avec des répressions, des emprisonnements et toutes ces choses-là. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui le patriarche Momo Lobaganté. Bonjour papa. Merci, fiston. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, je suis obligé de te tutoyer puisque je t'appelle papa. Tout à fait. C'est comme ça qu'on fait dans nos traditions. Exactement. Bon, je suis aussi obligé de te serrer la main, sinon après on va me le reprocher. Mais dans nos traditions, c'est au patriarche de tendre la main, c'est pas à l'enfant. Donc voilà. Merci papa. Merci, fils. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Tu as fait le voyage, tu as fait environ 500 km pour venir sur JMTV+. Tout à fait. Ce qui est à saluer. Tout à fait. La première question, c'est comment as-tu connu déjà, comment as-tu connu JMTV+, et pourquoi as-tu voulu venir sur JMTV+? C'est depuis que j'ai commencé à voir ce que j'avais déjà vu. C'est-à-dire dans mon enfance. Voir que le sang continue à couler. Mais là n'est pas la question, parce que ça... Comment tu as connu JMTV+? C'est ça que je viens. Oui, d'accord. J'ai vu toute mon enfance. Le sang couler. J'avais 13 ans. Quand j'ai vu tirer sur le premier Camerounais. C'était en 1955. J'avais 13 ans. Ce monsieur, il s'appelait Monsieur Pierre. Monsieur Pierre. Il était boulanger. D'accord. Et le blanc qui avait tiré sur lui, c'était un commissaire qui s'appelait Pierrot. En Konsamba. En 1955. C'était au foyer culturel. Pour ceux qui connaissent Konsamba. Donc, je reviens sur l'actualité. Je pensais que la France avait mis fin à sa barbarie. Parce que, comme vous le savez, chaque peuple a le droit de choisir son destin. Chaque peuple. Chaque peuple a le droit de choisir ses amis. Je suis très peiné de voir que Paul Biya, je ne sais pas si c'est vraiment lui, qui a ordonné à sa police de tirer sur le Camerounais qui marchait main nue, sans pierre, sans cailloux, sans armes. Je pouvais encore comprendre pour ce qui s'était passé au nord, où j'ai vu dans le YouTube, où on a pris 2 femmes avec le bébé
sur le dos. Ces militaires les ont tués. À la vue de tout le monde. Je m'attendais à ce que un seul pays sur cette terre se lève pour protester. Mais aucun. Aucun. La communauté dite internationale, oui. Non plus. C'est à ce moment-là que les jeunes qui sont à Paris m'avaient demandé de sortir de mon silence. C'est la jeunesse qui te dit, papa, sors de ton silence. Sors de ton silence pour venir nous parler. Parce que j'avais déjà raccroché. Avant ça, il fallait quand même que je sache où je mettais le pied. Comme je ne sais plus qui est qui. La méfiance, le lock show, des pluies. Non, j'ai jamais eu peur. Pour ça, jamais. Je suis là pour parler. Ce qui me manquait, c'était un peuple. Un peuple. Parce que on ne peut pas se lever tout seul pour dire je veux me bagarrer pour libérer un peuple, mon peuple. Non. Il faut aussi un peuple. Je ne vois pas ce peuple-là. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, les jeunes, je dis bien peut-être les jeunes sont en train de nous donner une leçon de courage que moi-même j'ai eu dans ma jeunesse. D'où je suis venu pour leur dire de ne pas céder. De ne pas céder. Je dois préciser une chose. Quand je vous ai vu, j'ai vu votre émission. J'ai regardé notre émission à côté. J'ai vu un monsieur qui était dans votre émission. Il avait des tresses. Oui, je vois ce jeune du CCD. Charles le Belge, c'est lui? Voilà. D'accord, oui, il est passé tout récemment, début février 2019. Voilà. Et il disait qu'il était à l'ambassade, qu'il était anti-Sardinard. Je ne sais pas ce que c'est anti-Sardinard. Hein. Je ne sais pas ce que c'est Sardinard non plus. D'accord. Il a parlé et il disait ceci. Nous ne sommes pas les envoyés de Kanto, de Maurice Kanto. C'est vrai. Nous sommes allés à l'ambassade parce que nous étions choqués de voir que la police camerounaise tirait sur des gens qui marchaient, mais nus. Toujours dans votre émission, j'avais regardé, j'avais vu une fille, une très jeune fille, du nom Stella. Ah oui, la jeune Stella, oui. Elle disait, je suis allé à l'ambassade pour brûler. C'était pas pour saccager, c'était pour brûler. C'est quand j'ai vu qu'on tirait sur des gens qui marchaient sans armes. J'ai été offensé dans ma dignité de femme. C'est vrai, elle a dit ça. À partir de ce moment-là, j'ai d'abord pleuré en cours. Toi, tu as pleuré? Chez moi. Pourquoi j'avais pleuré? De voir que la France, parce que les Camerounais tiennent Biya pour responsable. Mais Biya n'est qu'un otage. Otage de qui? De la France. Biya est un otage de la France. Que nous devons libérer. Il faut donc libérer le Cameroun et libérer Biya aussi? Aussi. Oh mon Dieu. Biya n'est pas ennemi du Cameroun. Biya, ce n'est pas notre ennemi.
si vous voulez un ennemi de notre pays, je vais vous en donner. C'est M. Ahidjo, Amadou Ahidjo. Voilà l'ennemi. Par les accords qu'il avait signés le 26 décembre 1959. Mais, papa, je ne veux pas défendre Ahidjo. Mais si je te choisis, je te pose là, et je te dis, signe-moi ça, peux-tu refuser de signer? J'ai souvent dit à mes amis, à mes connaissances françaises, que aucun pays d'Afrique noire francophone n'a jamais signé un quelconque accord à la France. La France a signé cet accord-là avec elle-même, car c'est elle qui choisissait les dirigeants. Et quand on vous pose à quelque part, c'est limite si on ne tient pas votre main pour paraffer un document. Mon fils, Oui, papa. je suis venu pour vous parler. Oui. Vous savez, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons les mêmes gènes à 99%. C'est le 1% restant. C'est dans ce 1% qu'on cherche pourquoi tel est noir, l'autre est blanc, l'autre est jaune, l'autre a les yeux bridés, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. C'est dans le 1% qui reste. C'est pour dire que il y a aussi la dignité, la fierté chez chaque être humain. Les intérêts viennent après. C'est quand on a commencé à faire certaines découvertes qu'on a pu trouver l'or, le diamant, je ne sais pas quoi encore. C'est à partir de ce moment-là que les cerveaux des êtres humains ont commencé à disjoncter. Revenons sur ces accords-là. Je viens dessus. Pour dire que, pour comprendre Paul Biya, il faut d'abord comprendre Ahidjo. On ne peut pas comprendre Paul Biya sans comprendre Ahidjo. Donc, ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. cette lutte, il y avait Henri-Marie Mpinda, qui était le premier ministre autonome. Tout à fait. Il était pour l'indépendance. Il disait, je réclame l'indépendance, mais avec l'étape. Il y avait Oumiobe qui réclamait la même chose. Mais la différence était que Oumiobe demandait l'indépendance totale et immédiate. C'était ça, le litige. Mais les deux étaient des Camerounais. Les deux se comprenaient. Les deux se comprenaient. À partir de ce moment-là, la France avait compris que ni Mpinda ni Oumiobe n'étaient pas des Camerounais manipulables. D'où ils avaient commencé à chercher. Celui qu'on pouvait facilement manipuler. Et en cherchant, ils avaient trouvé Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo a toujours dit, les Peuls camerounais sont fiers d'être Peul Mali. Ça veut dire que c'est un Malien. Amadou Ahidjo n'était pas camerounais? Il a toujours dit lui-même, quand j'étais étudiant,
tous les Maliens étaient tellement fiers d'Amadou Ahidjo, comme s'ils étaient Camerounais. C'était le paradoxe. Qu'est-ce qui expliquait cela? Mais parce qu'il était malien. Malien de père, de mère? Peut-être de père, puisque, comme il ne connaissait pas son père. Il ne connaissait pas son père, qu'est-ce qu'il fait donc dire qu'il était malien? C'est lui qui le disait. Donc ça veut dire qu'il connaissait son père, ou bien il a retrouvé les traces. Peut-être qu'il connaissait son père, ça c'est clair. Puisqu'il y avait les Maliens qui étaient ministres dans son gouvernement. Comme qui par exemple? Je ne connais pas de nom. Nous aimons avoir des noms sujets de plus. Bon, papa, sa mère était-elle camerounaise? Oui. Bien, on va l'aligner, on va le mettre sur la même ligne que Jerry Rollins, le Ghanéen, qui est d'un père écossais et d'une mère ghanéenne. On va dire ça comme ça. Voilà. Jerry Rollins a bien travaillé au Ghana. Non. Je suis Camerounais. On revient au Cameroun, d'accord. Alors, tu me dis que ce sont ces tirs sur les populations camerounaises qui manifestaient à main nue. Et les déclarations des jeunes sur ce plateau. Je le viens. Pourquoi je suis sorti de mon silence? Oui. Parce que Paul Biya, c'est quelqu'un que j'ai vu en 1968, quand j'étais au Cameroun. C'est quelqu'un que j'ai rencontré personnellement. Il n'était pas ni Premier ministre ni quoi que ce soit. Il était encore directeur de cabinet de William Ité Kimboma, je crois. Je ne sais même pas ce qu'il faisait. Vérifions, je pense qu'il était encore... Je ne sais pas ce qu'il faisait. Parce qu'il venait voir les amis qui étaient aussi mes amis. Quand j'étais rentré en 1968 au Cameroun. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré Paul Biya. D'accord. Et il n'était pas tribaliste. Paul Biya n'était pas tribaliste. Il n'était pas tribaliste. S'il était, c'est qu'il cachait bien son jeu. Mais je ne crois pas. Parce que Paul Biya, la plupart de ses amis étaient les Bamdiké. Même quand il venait en Suisse, il était toujours avec des Bamdiké. Il mangeait chez les Bamdiké, chez des simples citoyens. C'était pas chez les grands. Mais les gars Bamdiké, en Suisse, que je connais, les gens que je connais. Ceci pour dire que quand j'avais réussi à faire partie d'Amadou Ahidjo. Quand tu as réussi à faire partie d'Amadou Ahidjo, faut qu'on comprenne. Ça, c'est très important. C'est la partie. Oui, je veux comprendre. Je suis sûr que les téléspectateurs aussi. Comment est-ce que tu as réussi à faire partie d'Amadou Ahidjo? Ensuite, on reviendra à Paul Biya. Oui, exactement. Donc, en 1968, c'est le grand Camerounais qui me demande de rentrer au Cameroun. Le 30 mai 1968. Il y a cela 51 ans. D'accord. 1968. Oui, le 30 mai. Il y a bientôt 51 ans, oui. Bien. Et j'avais accepté de rentrer pour servir mon pays. Pourquoi j'avais accepté? Parce que j'avais vu que les Camerounais, mes camarades qui luttaient, cette lutte n'était plus sur l'orbite qui attirait les Camerounais. Les camarades, tu parles de qui là? Je parle de... Ernest Wandje? Non. Qui? De Ougli Massanga. Ougli Massaga. De Ndo Michel. De Michel. De Tchaptché. Voilà. Etc. Donc, vous savez, si nous souffrons aujourd'hui, les responsabilités sont bien partagées. Bien partagées. D'accord, papa. Restons sur l'histoire Ahidjo, parce que sinon on va allonger et on va se perdre. Non, pas du tout. Pas moi. Peut-être mon combat va motiver plus d'un.
Donc, j'arrive à Douala à 5 heures du matin. Le pays que j'avais quitté en 1959. J'avais 16 ans. Quand j'ai quitté le Cameroun, j'avais 16 ans. En 1959. Parce que je suis né le 14 mai 42. Ça nous fait quel âge maintenant? 77 ans? 77 ans. J'aurai 77 ans au mois de mai. Bon, tu es encore jeune, hein? On est jeune jusqu'à 77 ans. Oui, donc tu arrives au Cameroun le 30 mai au Cameroun, 1968. on me sort de l'avion, on me met dans un petit avion qui m'amène à Yaoundé. Une fois arrivé à Yaoundé, il y a la police qui était venue me chercher. Ils m'ont amené, c'était un bâtiment, c'était un bâtiment en bois. Bon, comme je venais d'ici, je pensais que c'était, je ne sais pas quoi là, je ne savais pas que c'était la direction de la sécurité, dirigée par Pondi. Tout ça me fait rire. Pondi. Pondi. C'est pas Pondi qui était mort bizarrement là? Et je ne sais pas, c'est lui qui était le directeur de la sécurité. Et il avait comme collaborateur Yemo Temote, qui s'occupait de l'immigration. D'accord. Il y avait le commissaire Bédia, Bédi, qui était un gars de là. Donc voilà les 3 collaborateurs que je connaissais. Quand je suis rentré dans son bureau, je ne le connaissais pas, je crois que c'était parce que quand il s'était présenté, c'est à ce moment-là que je savais qui il était. Parce que son nom était connu dans la lutte. D'accord. Mais il était très gentil avec moi. Ensuite, il a chargé quelqu'un pour me conduire au ministère des Affaires étrangères. D'accord. En me disant, comme tu viens de l'étranger, comme c'est le gouvernement qui t'a demandé de revenir. Demandé de revenir, tu dois aller répondre présent au ministère des Affaires étrangères. Et après, ils vont t'introduire chez moi. Donc, je décide de mon parcours à moi, pour que les choses soient claires. J'arrive au ministère des Affaires étrangères, c'était Tchungli Xavier, qui était ministre des Affaires étrangères. Il m'a reçu, on a discuté, et le commissaire Bédia est venu me chercher. C'était le premier commissaire que je voyais. Mais un gars très gentil, peut-être même cultivé. Mais jusque-là, je ne sais pas où j'étais. C'était comme un jeu, là, tout ce que je vous raconte là, vous, les Camerounais. C'était comme un jeu pour moi. Bon, je me disais, mais si c'est ça, mais où est la dictature au Cameroun? Où est la brimade dont on parle tant? On raconte la dictature, ceci, mais non, il n'y a rien. Donc, il m'amène, mais pas chez Pondi, il m'amène maintenant à la PJ. À Elixono. Je ne sais pas, je peux vous dire. Oui, juste qu'il y avait une maison, il y avait un manguier, un grand manguier dehors. Donc, il me dépose, il me dit, bon, docteur, je venais vous chercher. Après, il est parti. Mais quand il est parti, j'ai vu un policier qui était venu pour me fouiller. Je ne comprenais pas pourquoi. Il me dit, fouiller, pourquoi? Il me dit, ici c'est la PJ. Je dis, c'est quoi la PJ? Parce que je ne connaissais même pas le nom. Hein. Quand j'ai quitté le Cameroun, comme je vous dis, j'avais 16 ans. Bon, donc j'avais jamais mis le pied dans un commissariat, je ne connaissais même pas comment ça marchait là-dedans. Et ici c'est la PJ, c'est quoi la PJ? Mais on va vous enfermer là, on va vous enfermer là, dans la cellule là. Donc, ils m'ont fouillé, ils ont ouvert la cellule, ils m'ont fait dedans.
Dans la cellule, il y avait beaucoup de personnes, des députés, des ministres. Il y avait un blanc, un mercenaire, petit. Ça fait toujours rigoler votre pays là, parce que vous ne connaissez pas votre pays. Vous ne connaissez pas votre pays. Donc, tous étaient couchés par terre. Hein. Chacun était couché sur sa natte. Non. Mais j'étais debout, j'ai tourné comme... avec un animal en cage, voilà, exactement. Parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait là. On t'a dit de revenir travailler au Cameroun. Tu arrives, tu te reçois en cellule. Voilà. Il y avait un seau, à côté. C'est là où on faisait le besoin naturel. Je tournais comme ça. Et il m'observait. Tous ceux qui étaient là-dedans, Oui. t'observaient. Et c'est comme ça que j'avais commencé à apprendre ma première leçon de mon pays. Parce que quand ils m'observaient, ils avaient compris que je venais de l'étranger. Ils avaient tous compris que je venais de l'étranger. Parce que la manière dont je tournais leur faisait comprendre qu'il n'est pas d'ici. Il n'est pas d'ici. Il vient d'arriver, ce jeune-là. Après, ils m'ont dit, assois-toi. Ils ont commencé à se présenter. Je suis député, je suis ministre, je suis contrôleur de finances, je suis comme ça. Donc. Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, vous êtes d'ici? J'ai dit, oui, monsieur Camerounais. Mais je viens de l'étranger. Il dit, ah, ça se voyait. Et chacun, ceux qui avaient 2 nattes, m'avaient donné une natte. Et à la fin, c'est moi qui étais le mieux loti. Oui, je ris, mais... C'est moi qui étais le mieux loti. Je tente de comprendre toute cette affaire. Bon. Et là, ils ont commencé à me donner ma première leçon. Ils m'ont dit, vous savez, vous, en Europe, vous dites ce que vous voyez. Vous protestez quand ça ne va pas. Vous avez compris? J'ai dit oui. Expliquez. Ils m'ont dit ici, on ne dit pas ce qu'on voit. J'ai dit, mais on dit quoi là? On me dit, on dit ce qu'on te dit De dire. de dire. Et quand tu l'as dit, tu applaudis. Il faut bien garder dans la tête. Hein? Oui. Et d'ici, peut-être 2 jours ou 3, ils vont donc te sortir pour aller te balader en ville. Et te demander tes impressions sur ce que tu vois. Ça sera le moment intéressant pour toi. Donc, tout ce que tu verras, tu diras toujours, c'est beau. Tu as compris? Oui. Vous êtes sur JMTV+. Au bout du 3e jour, aucune nouvelle. Là où je commençais à sentir que mon pays n'était plus mon pays sous la domination directe des Français. Parce que sous la domination directe des Français, on ne vit pas ce truc-là. Jamais. On se baladait toute la nuit, les grands frères, tu pouvais danser comme tu voulais, sortir comme tu voulais. Je vous dis quoi par là? Je vois mon cousin qui était inspecteur là-dedans.
Donc, je ne savais pas qu'il était inspecteur. Parce qu'à l'époque, en 1950, j'avais 8 ans. 1950, quand je suis venu à Kosamba, j'avais 8 ans. Quand on m'avait mis à l'école, ce cousin, qui était déjà vieux, parce qu'à l'époque, il était trop vieux. Donc, comme il n'y a pas beaucoup d'écoles, il y avait beaucoup d'élèves. Et très peu d'écoles. Et le directeur de l'école s'appelait M. Ngalé. Pour ceux qui connaissaient Kosamba à cette époque. Donc, mon oncle, le petit frère de ma mère, qui m'avait pris à 8 ans pour élever, il avait pris mon cousin qui voulait passer en classe de CM2. Mon oncle me prend et le prend lui. Ah d'accord, donc vous avez presque grandi ensemble, même s'il était plus grand que toi. Non, on n'a pas grandi ensemble, je suis venu. J'avais 8 ans. Lui était déjà grand monsieur, peut-être il avait même 20 ans. Ah d'accord. Oui, parce qu'à l'époque, les gens étaient vieux. D'accord. Donc, pour te dire, le parcours, c'est là où j'avais commencé à sentir que le pays n'était plus le même. Voilà. On revient là à l'histoire de la cellule où tu es enfermé à la PJ. C'est ça, là. Qui... Mais je suis toujours là. Oui. Gabonais, je suis là pour vous parler. Donc, on arrive à l'école. Monsieur Ngale dit Djunga, parce que mon oncle s'appelait Djunga, François. Il était fonctionnaire. Je vais prendre un enfant. Je prends le plus vieux pour lui donner une chance. Et le petit, il faut que tu rentres à la maison avec lui. Pour te dire que j'ai failli perdre une année dans ma scolarité pour favoriser ce cousin. D'accord, que tu vas retrouver plus tard en cellule. Que je vais trouver, non pas en cellule, il était inspecteur. Inspecteur. Dans ce commissariat. Ah, dans ce commissariat, mais ça je ne comprenais pas. Nous sommes dans la cellule. C'est moi qui suis dans la cellule. Oui, j'étais dans la cellule. Il est inspecteur à la PJ. À la PJ. Là où je suis enfermé. D'accord, j'ai compris maintenant. C'est là où je viens pour dire, à partir de ce moment que j'avais compris que ce pays n'était plus le même. Car ce cousin... Quand j'ai vu le cousin, quelle fut ma joie. Je saute sur lui. Je dis, comment? Qui es-tu? Je ne te connais pas. Bon. Je le regarde. Je dis, mais mon cousin, Nuchia Moussard. Hey, tu ne connais pas? Je ne te connais pas. Il était inspecteur. Quand je suis entré dans ma cellule, j'ai commencé à comprendre que je venais de commettre une bêtise, une grosse bêtise dans ma vie. Pour avoir accepté de rentrer chez moi. Pour vous dire à quel point la France a détruit le Cameroun, le peuple camerounais. J'espère que les Camerounais comprennent le sens de ce que je dis là. Quelqu'un qui nie, parce que la peur que la France avait créée chez les compatriotes. Ça rejoint ce que le professeur Franklin Nyamsi disait, la peur installée par le colon qui aujourd'hui... C'est le même système, rien n'a changé. Rien n'a changé, c'est le même système français. Rien n'a changé. Donc, au bout de 4e jour, j'étais turc là, sans aucune nouvelle. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, mais avant tout. Donc, entre parenthèses, le blanc, sa nourriture venait de grands hôtels.
D'accord. Alors tu es en cellule. D'accord. Et le blanc. Et c'était un mercenaire. Il s'appelait Poti. Et oh, peuple camerounais, vous ne connaissez pas dans quel pays vous vivez. Chaque nuit, à partir de 23h, ceux qui avaient de l'argent, on paye les policiers pour aller chercher des prostituées. Ah, d'accord. On dansait là-dedans jusqu'à 4h du matin. Dans cette cellule, avec la promiscuité. Non, dehors. On sortait de la cellule pour maintenant arranger la salle d'attente là. Oui. Parce que la salle d'attente était plus large. Oui. La cellule était petite. Donc tout le monde dansait et buvait l'alcool. Je me demandais, mais si j'étais dans un rêve de comment, est-ce que je rêve bon. À 4h du matin, on faisait partie de filles. Et puis, ils nettoyaient et on mettait tout le monde dans la cellule. 4e jour, parmi les policiers qui gardaient, parce qu'ils échangeaient, ces 2 policiers étaient les bandits de Bangou. Bangou. Et comme je suis né à Bangou, mais n'étant pas originaire de Bangou. Tu es originaire de ce Bazou, hein? Baganté. Baganté. Je suis Baganté à 100%. Noblesse, dignité, élégance. Exactement. Bon. C'est la famille. Mais je suis né à Bangou. Parce que à l'époque, les Bamileke qui vivaient ailleurs, quand leur femme était enceinte, au moment d'accoucher, ils envoyaient la femme accoucher au village. C'était comme ça. Là. Donc, autrement dit, là où je devais être né, c'était à Seka. D'accord. Où vivaient tes parents? Oui, là où vivaient mes parents, où mes soeurs sont nées, mes frères sont nés, c'est à Seka. C'est comme ça que mon papa était l'ami de Oumiobe en personne. Ah, d'accord, je comprends. Voilà. Donc, revenons sur la cellule maintenant. Je viens. Parce qu'il ne faut pas qu'on perde les Camerounais. Je suis obligé de recadrer pour qu'on ne perde pas le fil. On n'aura pas 3 jours parce que les bandes vont dire nous sommes saturés. Donc. 6 la bande. On dort là. Je vais t'aider toujours à acheter ta bande. On va dormir là-dedans. Ok. Parce que c'est le dernier combat que je venais livrer. Ah, d'accord. Avant de venir, j'étais à ma femme. Quand je m'en vais, je ne sais pas si tes compatriotes vont me foutre une balle dans la tête. Si bon, on salue madame. Si tu ne me vois pas, c'est que tes compatriotes m'ont foutu une balle dans la tête. Ça ne fait rien. C'est pour mon pays. D'accord. T'inquiète pas. Donc, au bout de 4e jour, quand ces 2 policiers ont vu mon nom sur la liste des gens qui étaient en cellule, ils ont vu que j'étais né à Bangou. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Mais voilà un docteur de chez nous. Comme il est de chez nous, on l'a enfermé. Vous voyez ces gens-là. Hein? Et comme ça, ils ne pourraient pas le soigner. Donc, ils m'ont sorti de cellule. En privé. Bon. Comme on m'avait déjà... les gens qui étaient en cellule m'avaient déjà donné... Bien briefé, quoi. Voilà. Je savais que c'était peut-être pour aller me fusiller. Comme ça se faisait. Quand ils m'ont sorti, ils m'ont fait asseoir. Ah, tu es un enfant de Bangou? Je ne répondais pas. À la fin, ils ont dit, ben, et ils ont vu... Quand ils m'ont demandé, vous êtes de Bangou, ils parlaient en français. Ils ont parlé en français. Bon, comme j'étais très méfiant, je dis, qu'est-ce qu'ils me veulent? Qu'est-ce qu'ils me veulent? Est-ce que c'est pour aller me fusiller? Et comme je ne répondais pas, l'un a dit, bon, écoute, il n'est pas un enfant de Bangou, vous le mettez en cellule.
À ce moment-là, ils ont parlé en patois. J'ai compris qu'ils étaient Bamdeke. C'est à ce moment que j'ai dit, je suis Bango. En patois. C'est là qu'ils ont dit, voilà notre enfant, tout ça. Et ils ont commencé alors à me poser des questions sur la famille. Sur ma famille, vous êtes l'enfant de qui? Vous êtes ceci, est-ce que vous connaissez quelqu'un? Tout ça. Parce que jusque-là, personne ne savait que j'étais au Cameroun. Si j'étais mort, ma mort allait passer inaperçue jusqu'aujourd'hui. Invité par le gouvernement camerounais à revenir travailler au Cameroun. Oui. Vous avez 26 ans, tu as 26 ans à cette époque. Et tu es déjà médecin. Médecin. Vous voyez à quel point les génies sont tués au Cameroun. 26 ans médecin déjà. Oui. Depuis combien d'années? Ça faisait un an. Donc à 25 ans, tu étais médecin. Oui. On te dit, viens travailler chez toi, tu arrives, tu te retrouves. Tout là. Et pitié. Et personne ne savait. Ma famille n'était pas. Personne ne savait. Parce qu'avant d'aller, j'étais passé à Paris pour informer des amis. Tu venais d'où? De Roumanie. De Roumanie. Tu as été formé en Roumanie? En Roumanie. Il y a aussi passé plus loin que ça, on venait après. D'accord. Donc, ils m'ont dit, mais tu es l'enfant de qui? Tu ne connais personne. En ce moment-là, je réfléchissais. J'ai dit, mais comment je quittais le Cameroun? Ma soeur avait épousé un policier. En ce moment-là, elle a dit, tiens, mais oui, mais pourquoi pas? Avec ce que je vois là, j'ai l'impression que ici, on ne soit pas vivant dans cette Turquie-là. Parce que si mon propre cousin me renie, c'est que ici, c'est pas de la blague là. Donc, j'ai répondu, il dit voilà, j'ai un beau-frère, il s'appelle Djenya Etienne. À ma surprise, ils ont sauté, l'inspecteur Djenya Etienne. Hein? Il est inspecteur. Mais, parce que je suis en même temps un comédien. Vous savez, pour faire la politique, il faut être un comédien. C'est un bon comédien. Et là, il est inspecteur. Bon. Comme je m'étais retrouvé en eux, en tant que Bamdeke. Donc, l'un d'eux avait disparu. L'un des deux De deux policiers. a disparu. Oui. Là, tout de suite. Là. Tout de suite là. De ça par là, il est parti. Il est sorti, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. C'était pour aller chez lui. Il était 1h du matin. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.